Vous écoutez l'article Épigénétique et microbiote, écrit et narré par Félix Goudreau-Lajeunesse. Veuillez noter que les informations partagées sont à titre éducatif seulement et ne visent en aucun cas à remplacer l'avis d'un médecin ni à fournir des recommandations en matière de santé. Cet article comporte une trentaine de références scientifiques. Vous pourrez y accéder facilement en cliquant sur le lien de l'article. Alors que le microbiote humain désigne l'ensemble des micro-organismes qui nous habitent, le microbiome est un terme plus large, référant au monde microbien d'un organisme ou d'un écosystème, désignant à la fois les micro-organismes qui y vivent, leur génome, les éléments structuraux, les métabolites qu'ils produisent et les conditions environnementales dans lesquelles ils évoluent. De façon plus simplifiée, le microbiome est parfois résumé par l'aspect génétique déterminant l'identité et les fonctions du microbiote. Une extension du soi. L'ensemble des micro-organismes faisant partie de notre microbiote sont tolérés par le système immunitaire, considérés comme faisant partie du soi. Ces micro-organismes expriment des fonctions métaboliques définies par leurs propres gènes. Vous savez sans doute que le terme « génome » désigne l'ensemble de nos gènes. Or, saviez-vous qu'il existe un autre terme, le métagénome, pour désigner l'ensemble de nos gènes microbiens? Le métagénome est considéré comme une extension de nos propres gènes. Cette extension génétique permet à l'organisme d'effectuer certaines fonctions métaboliques que le corps ne pourrait effectuer seul. Il s'agit d'une relation mutualiste, au même titre que les vers de terre qui rendent le sol riche, fertile et vivant, ou les mycorhizes, ces champignons qui vivent dans les racines des arbres ou des plantes et leur permettent d'absorber certains nutriments en les transformant en des formes biodisponibles, tout en profitant en retour d'un environnement propice à leur développement. Le génome humain contient environ 120 000 gènes, dont environ 20 000 à 25 000 gènes codant pour des protéines. Le microbiome humain, lui, comporte entre 2 à 20 millions de gènes codants. Notre métagénome contient donc au moins 100 à 150 fois plus de gènes que nos propres gènes, voire jusqu'à 500 fois plus. Une différence notable est que chaque cellule humaine partage les mêmes gènes. En effet, le noyau de chaque cellule humaine renferme tout le matériel génétique pouvant coder pour la totalité de l'organisme. Mais chaque cellule ne peut accéder qu'aux gènes qui la différencient et qui sont exprimables, donc actifs. Du côté du microbiome, chaque espèce ou souche microbienne possède ses propres gènes, ce qui augmente grandement la diversité génétique. Par exemple, chaque souche bactérienne possède des milliers de gènes. Les bactéries intestinales possèdent 2000 gènes par espèce pour un total estimé à 2 millions. De plus, les micro-organismes ont la capacité d'échanger des gènes leur permettant d'évoluer et de s'adapter très rapidement. Et les virus contribuent à cette capacité. En effet, les virus sont eux-mêmes des fragments d'ADN qui s'entourent généralement d'une capsule de protéines pour se déplacer d'une cellule à l'autre. Virus, ADN et coévolution. Il existe 4 catégories de virus. Les bactériophages, les virus eucaryotiques, les rétrovirus humains et les virus géants. Cette dernière catégorie au nom intrigant est un peu moins connue. Dans les intestins, près de 97,7% des virus sont des bactériophages, une catégorie de virus qui s'insèrent dans les cellules bactériennes pour modifier leur génome ou leur expression génétique. Un autre 2,1% sont des virus eucaryotiques et 0,1% sont des virus archéens qui s'insèrent dans les eucaryotes et les archées respectivement. Les virus eucaryotiques peuvent s'insérer dans des cellules humaines ou d'autres micro-organismes eucaryotes, tels que les mycètes, les protozoaires ou les parasites. Puisque les rétrovirus endogènes humains s'insèrent dans le génome humain, on pourrait dire qu'ils font partie de cette catégorie. Les virus ont joué des rôles intégrants dans notre biologie depuis que nous existons. Tout au long de l'histoire de l'humanité, ceux-ci ont coévolué avec les êtres humains
et seraient étroitement liés à l'évolution de nos capacités génétiques. Les rétrovirus endogènes humains se sont insérés dans notre génome au cours de notre évolution. Aujourd'hui, ils représentent jusqu'à 8% de nos gènes. Dû à des mutations et à une régulation épigénétique maintenue par notre organisme, ils demeurent normalement silencieux. Mais ils peuvent être activés par des facteurs qui influencent nos propres mécanismes épigénétiques. Facteurs pouvant activer les rétrovirus endogènes humains. Les infections par un agent pathogène, incluant d'autres virus exogènes, les traumas, les radiations, certains médicaments et certaines cytokines qui sont des messagers chimiques du système immunitaire. Une fois activés, ces rétrovirus peuvent alors moduler l'expression de nos gènes et notre immunité, ce qui peut influencer l'équilibre immunitaire, les processus développementaux et le cours de maladies comme le cancer, les maladies auto-immunes et les troubles neurologiques. Bien qu'ils puissent être source de pathologies, certains peuvent aussi avoir des rôles bénéfiques ou protecteurs, les classant paradoxalement comme des parasites mutualistes ou symbiotiques. Par exemple, le papillomavirus bêta humain est présent partout sur notre peau et serait toléré par l'organisme car il a le potentiel de favoriser la cicatrisation de la peau. Les herpès virus humains peuvent renforcer les défenses immunitaires des animaux, incluant les humains, contre les bactéries. Néanmoins, cette catégorie de virus est mineure comparée aux bactériophages. Sur la planète Terre, il existe environ 10 quintillions de bactériophages. Pouvez-vous imaginer ce nombre? Pas moi. Pour faire simple, ça s'écrit 10 exposant 31, soit 10 suivi de 30 zéros. En bref, il y aurait environ 10 bactériophages pour chaque bactérie sur Terre. À titre comparatif, le nombre estimé d'étoiles dans l'univers connu entier serait à peine entre 10 trilliards, soit 10 exposant 22, et 1 quadrillion, soit 10 exposant 24. Les bactériophages ont coévolué avec les bactéries durant 3 à 5 milliards d'années, agissant comme catalyseurs d'évolution génétique et épigénétique. D'ailleurs, les bactéries n'ont pas de muscles ou de cerveau, comme les animaux, mais leur force réside dans leur capacité génétique et métabolique incroyablement efficace et variée, et leur grande capacité d'adaptation génétique. Or, les bactériophages, qui rappelons-le sont des fragments d'ADN, sont des stimuli majeurs pour l'évolution des bactéries, ce qui fait d'eux des influences majeures sur la composition et les fonctions du microbiote, y compris celui des animaux et des humains. Les bactériophages permettent notamment le transfert de gènes horizontal, soit l'échange de gènes entre plusieurs bactéries et même entre plusieurs espèces ou sous-espèces de bactéries, leur permettant de produire de nouvelles fonctions et de devenir plus résilientes et mieux adaptées. Ainsi, les bactériophages peuvent moduler la structure et les fonctions des bactéries et contribuer à leur diversité, leur résilience et leur stabilité. En résumé, il existe des relations étroites entre les virus et les bactéries, les virus et les humains, et les bactéries et les humains, sans parler des autres micro-organismes comme les mycètes, les archées, les protozoaires ou les parasites. Voici un exemple concret de ces interactions complexes. Les facteurs environnementaux, l'état psychologique et le stress chronique ou psychosocial peuvent moduler la composition et les fonctions de nos virus et de nos bactéries. Le virome, soit l'ensemble de nos virus et de leur activité génétique et épigénétique, modifie lui-même la composition, la diversité et l'expression génétique des bactéries. En retour, la composition et les fonctions des virus et des bactéries peuvent moduler nos états psychologiques, y compris l'état de stress et notre comportement. Cela peut jouer un rôle favorisant ou protecteur dans certains troubles neurologiques, dont la dépression majeure ou le trouble d'anxiété généralisée. Ainsi, plus de 99% des gènes qui nous composent ne nous appartiennent pas tout à fait, mais appartiennent à des microbes qui sont une extension du soi. Ceux-ci produisent des fonctions essentielles à notre organisme et sont en constant dialogue avec nos propres gènes dont ils peuvent réguler l'expression. Par exemple, le microbiome peut favoriser l'activation de gènes humains, impliqués entre autres dans l'absorption des nutriments, le métabolisme des toxines et la création de nouveaux vaisseaux sanguins. Nous ne faisons qu'un.
L'interdépendance entre l'organisme humain et les micro-organismes qui le composent est si étroite que, dans les dernières années, des scientifiques ont redéfini l'humain en tant qu'holobionte, soit un superorganisme ou un métaorganisme. Holobionte, superorganisme et métaorganisme sont tous des termes synonymes. Le terme hologénome a également été créé, désignant l'ensemble du génome humain et de son métagénome, les définissant comme une même entité et comme partie intégrante d'un même soi global. Les gènes de nos bactéries codent pour des enzymes et des métabolites qui participent activement à notre métabolisme, remplissant diverses fonctions que notre corps est parfois incapable de produire par lui-même. Par exemple, les bactéries du microbiote possèdent plus de 9000 enzymes qui dégradent les glucides. En comparaison, l'humain en possède plus ou moins 17. En plus de faciliter notre digestion et l'absorption des nutriments, ces fonctions bactériennes sont impliquées dans la maturation des systèmes gastro-intestinal, nerveux et immunitaire. À l'inverse, en cas d'infection ou de déséquilibre microbien, certains micro-organismes pathogènes, bactéries, virus, mycètes, parasites, peuvent sécréter des composés toxiques, notamment les biotoxines, une classe de messagers chimiques qu'ils peuvent utiliser pour contrôler le système immunitaire, le comportement et ou les habitudes alimentaires de leur hôte. Fonctions microbiennes et épigénétiques. Si notre génome ne peut être modifié, nous pouvons néanmoins modifier notre métagénome en modifiant notre microbiote lui-même. Si les gènes dont nous avons hérité sont immuables et quasi impossibles à modifier, le phénotype, c'est-à-dire notre profil d'expression génétique, évolue de façon dynamique selon notre environnement et notre interaction avec celui-ci, ainsi que nos habitudes de vie et nos activités physiques ou psychiques, car ceux-ci modulent constamment l'expression de nos gènes. Tout comme nous, notre microbiote interagit avec son environnement, et cette interaction module l'expression de ces gènes. Autrement dit, les principes de l'épigénétique s'appliquent également à nos microbes. Si les stimuli qu'ils reçoivent de notre environnement intérieur changent, leur interaction avec celui-ci peut également changer. Cela se reflètera dans leur expression génétique et par conséquent dans leur activité métabolique. En retour, leur activité métabolique est susceptible d'influencer nos voies biochimiques et notre propre phénotype, modulant notre physiologie et nos prédispositions à la santé ou à la maladie. Ainsi, un même micro-organisme n'est pas toujours bon ou mauvais. L'activité du microbiote ne dépend pas seulement de sa composition, mais surtout des gènes qu'il exprime et des facteurs environnementaux auxquels il répond, incluant notre état physiologique, notre alimentation et l'exposition aux polluants. Par exemple, divers pesticides altèrent la composition du microbiote, ses fonctions et son expression génétique, ce qui peut perturber la relation mutualiste ou symbiotique entre le microbiote et son hôte. Cela modifie les métabolites produits par le microbiote, ce qui se répercute sur l'expression et les fonctions de diverses enzymes du foie et des intestins, affectant notre propre métabolisme. Même sans exposition directe, les résidus de pesticides qui se retrouvent dans l'air, dans l'eau, dans le sol et les aliments peuvent être absorbés par inhalation, par ingestion ou par la peau. Plus ils s'accumulent dans le corps, plus ils risquent de perturber la communication entre le microbiote et le cerveau, de diminuer la production de neurotransmetteurs par le microbiote et de favoriser l'hyperperméabilité des barrières intestinales et hémato-encéphaliques. Cela risque d'augmenter la toxicité systémique et cérébrale et d'altérer les fonctions cognitives, l'humeur et les comportements sociaux. Cela mène à une suractivation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, déréglant les réponses de stress et le système immunitaire. En retour, cela altère la diversité du microbiote et les fonctions intestinales, et cela renforce l'hyperperméabilité des barrières intestinales et hémato-encéphaliques. Les pesticides diminuent également la capacité du microbiote à synthétiser des vitamines, des acides aminés bénéfiques et des acides gras à chaîne courte, ce qui favorise l'inflammation, l'intolérance au glucose et l'obésité. Les médicaments et les xénobiotiques, substances chimiques, polluants, peuvent également altérer l'environnement intestinal et modifier la croissance, la composition et les fonctions du microbiote, modulant son activité enzymatique et les métabolites qu'il produit.
À l'inverse, le microbiote produit des enzymes qui participent au métabolisme des médicaments. Cela peut activer ou désactiver les médicaments, altérer leur biodisponibilité, leur stabilité ou leur élimination, et même modifier leur action, les rendant potentiellement plus efficaces ou plus toxiques. Dans une étude ayant analysé 271 médicaments oraux, 2/3 d'entre eux pouvaient être métabolisés par diverses souches de bactéries intestinales, et chacune de ces souches pouvait métaboliser entre 11 et 95 médicaments. Dans le futur, cela pourrait ouvrir la voie à des technologies permettant de prédire les résultats d'un médicament de façon personnalisée, à partir d'une analyse génomique du microbiote. Des chercheurs y travaillent déjà et de premiers modèles ont récemment été établis. Notre microbiote est majoritairement composé de micro-organismes commensaux, ainsi que de micro-organismes mutualistes et d'un faible pourcentage de micro-organismes parasites. Les micro-organismes commensaux bénéficient de leur hôte de façon harmonieuse sans lui causer de tort, mais sans lui être bénéfiques. Les micro-organismes mutualistes procurent un effet bénéfique à leur hôte tout en recevant des avantages en échange. Et les micro-organismes parasites vivent sur ou dans leur hôte à ses dépens. Cela inclut tous les microbes pathogènes. Cependant, les micro-organismes commensaux peuvent s'avérer parasites ou mutualistes après une analyse plus détaillée, ou encore devenir l'un ou l'autre selon les circonstances. Par exemple, certaines bactéries considérées pathogènes, comme E. coli, peuvent faire partie du microbiote sans causer de problème. C'est seulement lorsque leur activité et leur croissance sont stimulées par certains facteurs que leur caractère pathogène se développe. Il en va de même pour le Candida albicans, une levure commensale. Le Candida albicans est inoffensif, mais certains facteurs comme un niveau élevé de métaux lourds ou de sucre, surtout les sucres rapides ou raffinés, peuvent l'inciter à muter en une forme agressive et pathogène. Ce qu'il faut retenir, c'est que nos microbes exercent des activités métaboliques qui influencent notre organisme, au même titre que l'activité métabolique de nos propres cellules. De plus, nos environnements intérieurs et extérieurs, notre interaction avec ceux-ci et nos habitudes de vie modifient non seulement notre expression génétique, mais également notre métagénome, ainsi que la composition et le comportement des micro-organismes qui nous habitent.